Bienvenue à l'espace de l'art concret. Vous écoutez notre audio-guide autour de l'exposition de La Marche et Ovise, 364 saisons. Je suis Justine Capron, médiatrice culturelle à l'espace de l'art concret, et je vous accompagnerai tout au long de votre déambulation. Je vous donne rendez-vous en bas de l'escalier afin de commencer ensemble notre visite. Non, ça, moi, peut-être que tu peux manger, mais on n'utilise pas. Hein. C'est trop bon. C'est plein de, Ouais, c'est plein de semis. Hein. ouais, c'est ce que Ouais. oui, moi j'ai fait des C'est pas que plantes. c'est pas Ça comestible, sent bon. c'est que J'ai c'est fait plein de des semis. plantes avec les graines. Tu fais Moi. quoi avec après? Tu Tu les plantes. c'est- Tu les plantes. Ah ouais, Tu je les vais essayer à la maison. Oui, Les oui, graines, oui. elles sont jolies Ça aussi, tarde, vous avez hein. C'est bleu. Hein. C'est joli, mais non, mais blanc. ils sont comestibles. Mais Manger, tu peux manger tout. L'exposition 364 saisons, dont le commissariat a été assuré par la directrice de l'espace de l'art concret, Fabienne Grasser-Fulcieri, présente les expérimentations et résultats de l'immersion de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovise dans l'univers et les jardins du restaurant gastronomique Mirazur, à Menton. Créé en 2006 par le chef triplement étoilé Mauro Colagreco, ce lieu offre une expérience nouvelle de la gastronomie, où la nature et l'environnement sont au centre de la réflexion. Ainsi, le restaurant Mirazur propose une cuisine locale et saisonnière, inspirée par les légumes, fruits, fleurs et aromates cultivés dans les 5 hectares de jardin en biodynamie du chef. Cette collaboration entre dans une résonance logique avec le travail du duo d'artistes. En effet, Florentine et Alexandre Lamarche-Ovise appellent à inscrire leur pratique artistique dans la vie. Dans ce but, ils poursuivent des recherches autour du lien entre art et artisanat, représentation et motif, œuvre et objet, reproduction et original. Le dessin est également au cœur du travail de leur duo, mené en commun depuis 2006. Leur carnet de croquis recueille des références à la bande dessinée, à la peinture classique et aux motifs végétaux, proches de l'univers des arts décoratifs. Par un travail d'assemblage ou encore par la confusion des échelles, les motifs sages deviennent sauvages et luxuriants. Le trait se déploie ensuite en volume sous forme d'installation mêlant le dessin à la sculpture, photographie, graphisme et objet. Ces environnements hybrides ne constituent qu'un temps d'arrêt dans le travail, conçu comme un flux de recherche continue engagé. Tel que le dit l'historienne de l'art Camille Viéville, à travers ses différentes expérimentations, La Marche et Ovise en viennent à explorer une nature, aujourd'hui en crise, que pendant des siècles les humains ont cherché à dominer et classifier. C'est vrai qu'en se promenant dans les jardins, avec Laura et ma maman aussi, on parlait des saisons parce qu'au départ on s'était un peu axé sur ça, parce qu'on s'est voilà, cette idée de résident justement aussi de venir pour voir les différentes saisons. Puis d'un coup ma maman nous dit « Ah mais non, mais il n'y a pas 4 saisons, il y a 364 saisons ». Alors 164, on peut dire 365, mais il l'a dit comme tel, donc on a trouvé ça joli aussi de garder 364. Et c'est vrai, parce que quand on vit dans un jardin, tous les jours c'est différent. Et quand on a une telle attention aux plantes, chaque fleur, elle atteint voilà, son apogée, puis après ça commence à se faire. Enfin, il se passe toujours quelque chose, mais en fait c'est vrai que c'est très réducteur de dire que 4 saisons, en fait tous les jours ça change. Et on trouvait assez beau aussi le coup de glace. Et ça correspond aussi à sa façon de concevoir les menus. Parce que comme c'est un menu surprise, on dirait, il n'y a pas une carte. Alors, il y a cette création continue pendant toute l'année selon les choses qu'on a disponibles au jardin. Et voilà, c'était ça l'idée que chaque jour, c'est une saison. La collaboration avec le domaine méditerranéen du Mirazur a ainsi permis au duo d'artistes la création d'œuvres entrant en résonance avec la nature, un microcosme. La Marche et Ovise aspire également à retranscrire l'expérience des jardins au sein de l'espace d'exposition, à entremêler extérieur et intérieur, nature et culture. Ainsi, pour parfaire l'expérience et transporter les visiteurs au sein de l'écrin de verdure mentonnais, les artistes ont fait appel à Olivier Mort, parfumeur créateur indépendant, gérant d'accords et parfums à Spéracède, et à Alain Joncheret, designer d'odeurs, offrant ainsi une dimension olfactive à l'exposition. Dimension que nous allons expérimenter ensemble dès le palier de l'escalier,
puisque nous faisons face à une installation prenant toute la hauteur sous le plafond. Cette installation est composée d'éléments en argile et de bouquets. Elle est imprégnée d'une fragrance donnant une sensation d'humidité et des effluves de mousse végétale. L'odeur nous accompagne dans notre montée vers la première salle de l'exposition. Dans cette première salle, vous trouverez tout d'abord sur votre droite une lithographie nommée Hétérotopie, produite avec l'aide de l'atelier Michael Woolworth à Paris. Doté de presse manuelle, Michael Woolworth collabore avec de nombreux artistes et utilise les techniques de gravure sur bois, monotype ou encore de linogravure. 5 lithographies différentes ont été éditées pour cette exposition, dont 4 en lien avec le Mirazur. Au fil du parcours, vous retrouverez en particulier le souhait du duo de révéler le passage des saisons au sein des jardins du Mirazur. Les réalisations créées dans ce cadre particulier entrent en résonance avec des œuvres antérieures mettant en scène cette idée de cycle de la nature. La figure du soleil, de la lune, le passage de l'eau sont donc autant d'éléments récurrents dans leur création. Et après, il y a des résiliences aussi de nos problématiques qu'on a toujours fait. Ils sont récurrentes comme la question de l'art et l'artisanat, donc c'est vrai qu'on est assez fanatique de l'Ursa, donc il y a les soleils qui reviennent. Et après, c'est marrant, c'est des intuitions qu'on avait, mais en discutant du coup avec Paolo, du coup, un des jardiniers du Mirazur, et quand j'ai bien compris la biodynamie, je me suis dit, c'est incroyable ce rapport au soleil, à quel point c'est important. Dans la biodynamie, il y a le travail du soleil, de la lumière, et de la lune et de l'eau. Mais ça, je crois qu'on le comprend au fur et à mesure de l'exposition. Donc on trouve ça aussi bien de commencer par un des signes majeurs de la culture de la biodynamie. C'est dans cette optique que face à nous se dresse le polyptyque nommé Le champignon de la fin du monde, créé en 2023. L'œuvre est une belle façon d'entrer dans le travail des artistes puisqu'elle met en scène toutes les notions dont nous parlions auparavant, à savoir un jeu avec les échelles et avec une nature luxuriante et onirique. L'œuvre est ponctuée de références à la peinture classique en noir et blanc, telle que la peinture religieuse avec la présence d'Ève ou encore la présence des bustes gréco-romains. Ce premier rapport au style de dessin de Lamar Chauvise nous permet également de discerner les références graphiques à la bande dessinée. Le titre de l'œuvre, Le champignon de la fin du monde, est une référence au livre éponyme d'Anna Loena Tsing, écrit en 2015. Cet ouvrage décrit en effet un champignon, le Matsutsake, ne poussant que dans les forêts détruites. Le champignon, produit de luxe récolté par des personnes vivant dans des conditions précaires, amène une réflexion plus large sur le capitalisme et sa propension à détruire le monde. L'œuvre présentée ici, comme le premier regard posé du visiteur sur le travail de Lamar Chauvise, nous montre l'ambivalence entre un langage plastique gai et coloré, mais néanmoins toujours engagé. Cette ambivalence est constante dans le travail du duo. Et surtout dans des zones un petit peu plus humides. Oui. Ça permet aussi de Sì, il y a protéger tous les champignons, les tu vois, champignons. le ridio, toutes les maladies qui viennent pour l'humidité, la terre, tu vois. Ouais. Et réellement, il marche. Moi, les arbres que tu as vus, tu l'as vu les arbres, les citronniers, comme sont maintenant et comme sont 2-3 ans avant. Notre chemin nous mène dans une salle qui n'en est pas vraiment une. Nous sommes plutôt dans un couloir doté d'une alcôve triangulaire. Ici, vous retrouverez 2 œuvres. La sculpture en céramique, Floppy Tree, créée en 2023 pour la maison Hermès, entourée du travail Nandorango de Laura Colagreco, sœur du chef Mauro du Mirazur, réalisée pour l'exposition. La sculpture céramique, dont il est possible avec un œil avisé de retrouver le motif dans le grand tableau qui trône au centre du mur qui est à votre gauche, est accompagnée de mystérieuses boules de terre, disposées ici spécialement dans le cadre de l'exposition et de la collaboration avec le Mirazur. Ces boules de terre sont garnies de graines et destinées à revégétaliser des terres qui ne le sont plus. Cette ancienne pratique, originaire du Japon et nommée Tsushidango, fut reprise en 1938 par le célèbre agriculteur Masanobu Fukuoka, connu pour son engagement envers l'agriculture naturelle. Aujourd'hui, les bombes de graines sont connues de manière internationale.
Ces boules, qui sont en réalité beaucoup plus petites, font par ailleurs référence au restaurant gastronomique mentonais, puisqu'à chaque fin de repas, chaque client reçoit une petite boule de graines, un tsushi dango, dont il choisira lui-même son emplacement de plantation. C'est un mélange qu'on fait des graines, de terre et d'argile, et ça permet de protéger les graines pendant qu'ils ne poussent pas. Alors qu'on peut directement, on n'a pas besoin de travailler la terre et de semer chaque graine dans la terre, on jette comme ça, et après, quand les conditions de l'ambiance vont être favorables, et elles vont pousser tout naturellement. Et ce temps qu'ils ne sont pas poussés, il n'y a pas, par exemple, qu'elles sont protégées de l'attaque des oiseaux ou des insectes. Et alors, c'est une façon très efficace de semer. Et on a semé des lieux qui peuvent être désertiques ou des lieux très difficiles avec cette méthode. La deuxième œuvre est le grand tableau nommé Hétérotopie, datant de 2022. Ce tableau reprend les codes du travail de Lamar Chéovise, avec des couleurs vives, mais aussi le noir et blanc, faisant référence à l'hiver. Nous retrouvons également le côté humoristique avec la présence d'insectes et d'oiseaux caricaturés et stylisés, jouant également sur les échelles. Nous remarquons la référence au Japon avec les volutes des nuages qui reprennent les motifs de peinture et études de certains peintres japonais. Le tableau est accroché au centre d'un mur peint à base de végétal, des baies d'épinards malabars dont seules les feuilles peuvent être consommées. À l'origine, le mur était d'une teinte violette et a fini par s'oxyder avec le temps jusqu'à devenir presque totalement beige. En y regardant d'un peu plus près, il nous est également possible d'apercevoir la présence de petits croquis collés au mur tels des morceaux de tapisserie ou des dessins de bande dessinée. Ces dessins sont en réalité des fragments issus des carnets des artistes. Vous y retrouverez certains moments vécus par les artistes au sein du Mirazur, de ses cuisines et de ses jardins, ainsi qu'une sélection de paroles et citations de toutes les personnes travaillant au sein de cette terre mentonnaise. Donc là on travaille actuellement en fait à toute la narration qui va se développer dans l'exposition, mais qui est d'une narration qui sera plastique à la fin avec une retranscription, mais qui est plutôt une narration, je dirais, relationnelle, puisque là Florentine elle dessine activement en fait des bribes de souvenirs ou de mémoire en fait de tous les acteurs qu'elle a rencontrés pour le projet et qui nous ont à la fois accueillis, aidés, supportés. C'est des gens qui ont permis que ce projet existe. Et ça, pour l'instant, l'intuition, c'est qu'il y ait comme une sorte de déroulé de cette narration en fait sur les murs d'exposition, à travers peut-être pas tout l'espace, mais voilà, comme un fil rouge en fait qu'on va suivre et qui pourra aussi donner un autre rapport aux choses, révéler à la fois quelque chose de plus sensible, des secrets, parfois des anecdotes bien sûr, des choses plutôt drôles aussi, et des choses aussi très si ce n'est poétique, évocatrices en fait, qui permettent qui vont permettre aux spectateurs de se saisir par bribes en fait un peu de cette histoire. Les troisième et quatrième salles sont foncièrement liées. En effet, dès notre entrée dans la première salle, on aperçoit un espace presque symétrique. Le cercle percé dans le mur nous permet de voir la quatrième salle qui, bien que différente par ses couleurs, formes et œuvres, est agencée de la même manière que la pièce où nous nous trouvons. 4 oyas en son centre, 2 lithographies sur les 2 murs bruns qui se font face et 2 lithographies accrochées près des fenêtres. Pourtant, malgré cette belle similitude dans la composition, tout le reste diverge. En effet, dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, les couleurs sont vives et plutôt méditerranéennes, des couleurs jaunes, bleues, un peu de rose, comme pour évoquer le coucher ou le lever du soleil de la Côte d'Azur. 2 lithographies, toutes deux nommées Mirazur, l'une évoquant le littoral et l'autre évoquant les terres. C'est passage par passage. Ça, il y en a combien? 2, 6, 7, selon les cas. C'est pas tant que ça, parce que c'est quand même une volonté d'économie de moyens. Stratégiquement. Parce qu'eux, ils mettent 500 000 boulins. Et c'est pas possible, parce qu'il faut qu'ils dessinent chaque pièce individuellement
et on les superpose couche par couche, mais à une richesse, une complexité avec 4, 5, 6 passages fouleurs. Et c'est ce qu'ils ont réussi dans leur façon hybride, bien à deux. N'oublions pas non plus la partie olfactive de l'exposition que nous retrouvons dès notre entrée en salle. Une odeur particulièrement fraîche et fruitée, évoquant un mélange entre le citron de Menton et l'iode de la mer. La fragrance est par ailleurs diffusée à travers les oyas qui trônent au centre de la pièce, sur un socle de bois. Si vous n'êtes pas familier de cette drôle d'amphore, l'utilisation de l'oya est une technique ancestrale consistant à irriguer les sols. L'oya est enterrée et les parois poreuses de l'argile vont permettre à l'eau de se diffuser lentement dans la terre. Les origines de l'oya sont imprécises, mais remonteraient à il y a 4000 ans en Chine. Il a été trouvé une mention d'irrigation par jarre poreuse datant d'il y a 2000 ans par l'agronome Fan Chengzi. Ces amphores furent également utilisés en Rome antique, ainsi que plus tard en Afrique et en Amérique latine. Ici, les oyas peuvent être considérées comme des œuvres à usage, c'est-à-dire que ce sont des sculptures, mais qu'elles ont aussi une fonction de diffuseur de parfum. Il est d'ailleurs possible de voir les marques d'humidité sur la terre, mais également sur le bois du socle. C'est du thym wasabi, c'est trop bon. Ça pique un peu. Et je voulais en récupérer un peu. Ouais, tout est mangeable. Passons de l'autre côté du mur, afin de voir l'autre face de cette drôle de symétrie. Ici, les couleurs sont plus assourdies, un mélange entre le brun, des verts foncés et kaki, des oranges parfois, et du violet. Les lithographies font ici référence à 2 saisons, le printemps et l'hiver. Nous sommes ici en pleine terre. En effet, la fragrance est celle de l'humus, la terre mélangée à la décomposition des végétaux que l'on trouve dans la forêt par exemple. Cette odeur est soutenue par le brun du mur, peint avec un mélange d'eau, d'argile et de propolis, une matière résineuse sécrétée par les abeilles. Sur le mur de ce qui semble faire couloir entre les différentes salles, quelques œuvres tirées d'une série de 60 dessins. La série Élysée, un herbier, est un hommage au géographe français du XIXe siècle, Élisée Reclus. Intéressé et proche de l'art et de l'artisanat, dont le mouvement Art and Craft, il repensait la géographie non pas comme un terrain, mais comme des savoir-faire rassemblant une ou plusieurs terres, pouvant ainsi se combiner entre elles. Florentine Lamarche-Ovise fait par ailleurs le rapport avec Mauro Colagreco et sa sœur qui viennent d'Argentine et qui ont fini par se déplacer jusqu'en Italie. Élisée Reclus remet en perspective la notion de territoire, notamment grâce au témoignage des plantes. En effet, les plantes, comme les humains, sont endémiques et se déplacent. La pièce qui suit fait également référence au lien entre art et artisanat, cher aux 2 artistes et constamment visible dans leur travail. En effet, les œuvres de Lamarche-Ovise posent toujours la question de leur utilité. Sont-elles utiles, utilisables ? Au-delà de cette question, il y a néanmoins toujours un savoir-faire. Le duo collabore régulièrement avec des artisans, tant et si bien que la partie savoir-faire et la partie art fusionnent et ne font plus qu'un. Il n'est plus question de savoir où est l'artiste et où est l'artisan, mais plutôt de tout mettre au service de l'objet pour faire œuvre. Ces pièces, notamment les lanternes Cappadocia, datant de 2024, viennent comme un rappel diffus du parfum, mais aussi de la lumière grâce aux abat-jours translucides faits en feuilles de riz. Ces pièces, à la fois faites main et manufacturées, viennent éclairer la pièce et faire la transition avec la dernière salle de cette aile du château. On se pose souvent la question, ou en tous les cas on se donne la liberté de voir comment les choses peuvent être tour à tour fonctionnelles, décoratives, voire sculpturales, ou exister pour elles-mêmes, dans un ensemble, de façon autonome. Du coup, c'est assez fréquent en fait, qu'un motif qui se retrouve par exemple sur un tissu imprimé, il soit aussi peint sur la céramique. Donc voilà, on ne fait pas vraiment de hiérarchie à ce niveau-là. Et souvent, c'est protéiforme parce qu'on a la volonté de fabriquer des espaces en fait, ou des environnements qui seraient un tout.
et qu'on aurait presque finalement cette ambition un peu vaine de tout remplir à la main. Parfois, effectivement, il y a du papier peint, parfois c'est un faux papier peint qui est sérigraphié sur le mur. Après, les choses sont toujours un peu in between, c'est-à-dire que c'est une céramique qui est une lampe, mais qui reste quand même une sculpture, parce que c'est toujours la frontière des deux. Et cette faille-là, elle nous intéresse, et c'est comme ça, je pense, qu'on fabrique. Voilà. Mais je pense que toutes les formes restent plus ou moins sur cette brèche. En tout cas, c'est l'intérêt, c'est qu'il y ait une bascule permanente et qu'on se demande vraiment ce qu'on regarde en fait. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un paravent? Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que c'est un tissu? Est-ce que c'est une toile? Enfin voilà, on aime bien se dire que on va en tout cas se poser la question de l'origine et de la destination de l'objet. L'œuvre Varso, un panoramique datant de 2024, se prête parfaitement à la tour circulaire du château de Montsartou. Encore une fois, faisant la liaison entre art et artisanat, la toile est un support en lin pour la tapisserie d'aménagement, composée de divers tissus tels que la soie, de la broderie, de la laine, mais aussi de l'acrylique. Elle fait référence à une tenture très célèbre, puisqu'il s'agit de l'Apocalypse de Jean Lurçat, que les artistes venaient de voir à Angers. L'œuvre donne aussi au spectateur une autre vision de la biodynamie, déjà présente dans l'exposition entre cycle de la Lune, du Soleil, mais aussi de l'eau. Maintenant que nous avons parcouru toute la première aile du château, je vous invite à faire quelques pas en arrière afin de découvrir la seconde. Retrouvons-nous dans la plus grande salle de l'étage, tapissée d'une multitude de croquis. Dans cette pièce, nous sommes entourés de dessins, qui n'ont néanmoins pas tous été réalisés par la même personne. En effet, le mur central est le mur de copie des pages de carnets d'études et de voyages de Florentine Lamarche-Auvise. Sur ces carnets, l'artiste recense les paysages, plantes, fruits, fleurs, animaux et objets qu'elle a vus. Elle y regroupe également toutes les personnes qui parcourent le restaurant et ses terres, leurs portraits, caricatures, mais également leurs paroles, qu'elle note comme des citations dont elle précise les dates et heures. Tous ces dessins et anecdotes sont d'autant plus d'inspiration, mais également de témoignages des endroits que les artistes ont pu fouler dans le cadre de leur projet. Florentine Lamarche-Auvise explique que le carnet est un espace intime de liberté dans l'écriture, dont on peut extraire et faire glisser des éléments dans l'espace. L'impulsion, en fait, elle vient du dessin et du travail qu'on a ou qu'on tient dans des carnets, qui sont des répertoires à la fois d'esquisses, de recherche, de dessins d'observation, des motifs, et effectivement, tout naît de ça. En fait, le carnet, pour moi, c'est un espace intime, parce que c'est moi qui tiens les carnets, et aussi de possession, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous appartiendra toujours, et c'est une sorte de mémoire continue du travail, où on peut répertorier tout ce qui s'est passé depuis le début de notre travail jusqu'à la suite, et peut-être la fin, mais dans longtemps. Mais c'est aussi une question de... Oui, je dirais moi de propriété, c'est-à-dire que quand même quand on est artiste, on est amené à abandonner son travail, ou le laisser, ou qu'il existe, ou qu'il disparaisse sur les murs, enfin voilà. Et en fait, le carnet pour moi, il inventorie, il répertorie et il mémorise toutes nos recherches, tout ce qui nous questionne sur le moment. Pour moi, c'est très important, c'est le sens caché du travail. Sur les deux autres murs sont exposés des croquis réalisés par les différents salariés du Mirazur. À gauche, en faisant face au mur central, il nous est possible de voir des croquis des jardiniers, dont ceux de Paolo Piantadozzi, qui est représenté à de nombreuses reprises au sein de l'exposition dans plusieurs caricatures. En face, des croquis noirs et blancs, simplement ébauchés sur des feuilles à carreaux, ont été cédés à Florentine et Alexandre par les cuisiniers du Mirazur. À travers la mise en commun de toutes ces esquisses, le duo Lamarche-Auvise cherche à montrer que l'art et la représentation sont un point commun d'un bon nombre de professions, qu'ici même, s'ils ne sont pas artistes plasticiens en tant que tels, les jardiniers, les techniciens et les cuisiniers utilisent également des moyens esthétiques pour communiquer entre eux. Et les cuisiniers, la plupart du temps, ils dessinent leurs recettes pour s'en souvenir ou pour communiquer avec les autres en fait.
Donc voilà, il y a plein de gestes communs sur les savoir-faire et la question de l'éphémère, c'est-à-dire qu'en fait, un jardin, c'est éternellement refait ou reconstructible, mais il est aussi très éphémère. Et la cuisine, ça reste comme une représentation. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression d'être dans un théâtre quand je suis ici, autant dans le jardin que dans la cuisine. Et je me dis qu'une exposition, c'est aussi très éphémère, en fait. C'est ce moment-là qu'on vit ou qu'on ne vit pas si on ne la voit pas. Donc, ça a ce lien aussi avec Et le parfum, c'est très éphémère aussi, parce que c'est une odeur. Donc, il y a aussi plusieurs typologies d'expériences artistiques différentes, en fait. Et en même temps, on est très proches. Enfin, on espère que l'exposition, ça témoignera de ça. En nous dirigeant vers le fond de la salle, nous nous rapprochons d'un dessin directement dessiné sur le mur dans le cadre de l'exposition. Ce dessin est une œuvre in situ, éphémère, destinée à disparaître à la fin de l'exposition. Le dessin est un agrandissement d'un croquis issu d'un carnet et nous permet de voir la façon de travailler et de peindre de Florentine et Alexandre, les traits, les coups de pinceau, ainsi que les coulures de la peinture. Nous abandonnons ici la peinture et le dessin pour entrer dans la partie la plus sombre de l'aile. Ici, nous faisons face à une installation nommée Midnight, datant de 2023, et composée de plusieurs éléments, un tapis, de la laine, de la céramique, des globes de verre soufflés faisant office de luminaire et du bois peint à l'acrylique. L'installation reprend l'importance des différents cycles de la nature dans le travail du duo d'artistes, grâce à la présence d'animaux, des pattes plus précisément, mais également à la présence du soleil et de la lune, percés directement dans le mur. Ici, le matériau le plus employé est la laine. En effet, Florentine explique qu'elle aimerait que la laine soit de plus en plus utilisée par les artistes puisque celle-ci n'est pas recyclable. Pour la détruire, il faut la brûler. L'usage de la laine est de plus en plus perceptible dans le travail de Lamarche et Ovise, notamment dans l'œuvre Varso que nous avons pu voir précédemment dans l'autre tour du château. La lune découpée dans le mur, ainsi que l'obscurité qu'elle révèle, nous amène à nous diriger avec curiosité vers la dernière salle de cette exposition 364 saisons de Lamarche et Ovise. Dans cette pièce sombre, 3 bulbes de verre remplis d'alcool parfumé et d'herbes séchées sont éclairés par 3 reflets de la lune dont nous observions juste avant l'obscurité. Ces parfums ainsi que tous ceux qui traversent l'exposition ont été créés par Olivier Mort et Alain Joncheret dont les caricatures ornent le mur du couloir. Nous pouvons y observer non seulement leurs portraits, mais également le procédé qu'ont utilisé les 2 parfumeurs pour embaumer la pièce. L'effet de capillarité expliqué sous forme de croquis entre les 2 stalles que nous venons de voir. Dans ces 3 bulbes, 3 odeurs faisant référence aux 3 parties de l'arbre, ici plus particulièrement un agrume, la feuille, la fleur et le fruit. Ici, l'intérêt est de créer un chemin olfactif en parcourant la pièce de long en large, afin de relier les 3 bulbes et leurs odeurs. En effet, les 2 artistes cherchent dans cette salle à recréer l'expérience de la marche au sein des jardins des agrumes. Le parfum du citronnier et du mandarinier, qui sont différentes, viennent se mélanger lorsque l'on se déplace entre les 2. Au fil de la marche, les odeurs se mêlent et se complexifient jusqu'à former des fragrances inédites. Nous terminons ainsi cette exposition dans cette salle dans laquelle l'obscurité est une façon de permettre à l'odorat de surpasser les autres sens. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre écoute tout au long de ce parcours autour de l'exposition 364 saisons de Lamarche et Ovise. Vous pourrez trouver plus de détails sur le duo d'artistes et leur travail, mais aussi à propos du Mirazur, dans les nombreux livres de la boutique. Dans l'ordre d'écoute, vous avez entendu les paroles de Paolo Piantadozzi, Florentine Lamarche-Ovise, Fabienne Grasser-Fuccieri, Laura Colagreco, Alexandre Lamarche-Ovise et Michael Woolworth.